Cube Radio. En direct à LCN. On s'en va rejoindre Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Yasmine. Bonjour, Sylvain. Bon, on revient encore avec, évidemment, Marco Mendicino. Et peut-être, qui sait, y aura-t-il un remaniement ministériel cet été? Peut-être, ça serait peut-être une bonne idée pour Justin Trudeau pour un peu repartir à neuf parce qu'il est certain que les dernières informations qu'on a entendues, notamment sur le transfert du tueur Paul Bernardo à une prison là, ici au Québec à la Macasa alors qu'il était à Kingston, bien évidemment, ça a vraiment brassé beaucoup de... Il y a eu énormément de critiques à l'endroit du ministre qui disait que lui n'a pas été informé. Son cabinet a été informé, mais lui, personnellement, n'a pas été informé. Moi, je trouve ça bien dommage. Sylvain, j'ai déjà été conseillère politique dans un cabinet ministériel, puis ce que le ministre est en train de faire ici, c'est de remettre la faute finalement sur ses conseillers, sur les membres de son cabinet, pour dire que finalement, eux, ils n'ont pas jugé pertinent de l'en informer, alors lui, il s'en lave les mains, puis c'est finalement eux. Le problème, c'est que c'est lui qui les a nommés. C'est lui qui a choisi ce monde-là, c'est pas de la fonction publique. Et donc, il est imputable de ça. Il y a l'imputabilité et la responsabilité ministérielle, ce qui veut dire que tout ce que ton entourage fait, à plus forte raison, ton cabinet, tu en es personnellement responsable. Le ministre ne peut pas se laver les mains des agissements de son cabinet, parce que si ses conseillers politiques savaient qu'il était intéressé par ces questions-là, il ne l'aurait pas caché. Le premier rôle d'un conseiller politique, c'est de s'assurer que son ministre est bien au courant des dossiers les plus chauds, des dossiers les plus importants et les dossiers qui peuvent ressortir dans la presse. Je trouve ça bien dommage que le ministre Mendicino se cache derrière ses conseillers politiques. Et c'est pas la première fois que les membres de ce gouvernement le font. D'ailleurs, rappelons-nous que même pour la question de l'ingérence chinoise, on apprenait dans le rapport Johnston notamment que des informations étaient envoyées au cabinet de Justin Trudeau, mais Justin Trudeau lui-même n'en était pas informé. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas un justificatif qui peut être acceptable en politique. Mais est-ce que les ministres sont vraiment tenus dans l'ombre? Ou parce qu'il y a le ministre Blair également, il y a d'autres ministres. C'est arrivé à d'autres. Est-ce que la machine n'est pas opaque au point d'oublier d'en informer le ministre ou c'est le ministre, finalement, qui le savait, mais fait mine qu'il ne le savait pas? Écoute, c'est deux choses l'une, Sylvain. C'est soit les personnes qui travaillent dans les cabinets ne comprennent pas assez les dossiers et leur potentiel retentissement médiatique qui peut mettre leur patron dans l'embarras. Et ça, c'est bien dangereux que d'avoir des conseillers politiques qui sont complètement détachés et complètement, en fait, qui ne comprennent pas la réalité et le contexte dans lequel on évolue. Ça, il y a des sérieuses questions de compétences à se poser. Mais je ne pense pas que ça soit le cas. Les personnes qui travaillent en politique sont branchées sur ce qui se dit continuellement, puis ça rythme leur journée. Moi, je pense surtout que c'est une culture organisationnelle qui ne tient pas en ligne de compte et qui ne responsabilise pas ceux qui sont les élus, qui sont les ministres. Un ministre est supposé être au courant. S'il n'est pas au courant, c'est pas la faute à son conseiller politique, c'est sa faute à lui. Il doit en assumer les responsabilités, s'excuser et peut-être même se retirer. Yasmine, je ne sais pas si tu as vécu l'ère du fax, probablement. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun bureau, environ, à peu près, là, vu qu'il y a évidemment l'institution qui a un fax. On les a foutus à la poubelle ou on les a fait recycler, mais pas dans le système de la santé, en tout cas. Et il semblerait qu'effectivement, c'était une promesse là, de changer ça d'ici la fin de l'année. Promesse qui ne sera probablement pas, évidemment, respectée. Et c'est le département d'Éric Kerr qui devait en être responsable. Ça, Sylvain, là, moi, ça me décourage un peu, là. C'est comme... Le fax, là, c'est un peu comme la punaise de lit là, du système de santé. On peut pas s'en débarrasser. Une fois que ça rentre chez vous, ça sort plus, on dirait. Tu sais, comme... Y a-t-il un exterminateur à fax qu'on peut appeler pour le ministère de la Santé puis de les aider à se débarrasser de ce vestige de l'autre siècle? Parce que c'est ça, un fax, c'est un vestige de l'autre siècle. À l'époque de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de la numérisation, d'Internet, du téléphone cellulaire, des applications, c'est vraiment le fax. C'est comme dire la période du pigeon voyageur, on va garder ça, on peut pas s'en débarrasser parce que ils sont tellement fiables les pigeons voyageurs. Mais voyons donc, ça c'est le pigeon voyageur de la santé là, le fax. Faut arrêter ça. Honnêtement,
écrire ta prescription, l'imprimer, aller au fax, la mettre au fax, mettre un numéro de téléphone, t'es mieux de pas te tromper, l'envoyer, attendre la confirmation que ça a bien été envoyé pour que la ligne n'était pas occupée. C'est une perte de temps, une perte de productivité, une perte de ressources humaines, une perte de papier. C'est ni écologique ni productif. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas débrancher ça. Je n'arrive même pas à comprendre comment il existe encore des manufacturiers à fax. Il n'y a plus personne dans le monde qui utilise ça, à part ici au Québec. Yasmine Abdel-Fadel, merci. Merci Sylvain. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse